Je suis ravie de partager avec vous ma petite contribution sur le thème des nanomatériaux. Donc, je suis doctorante en électronique biomédicale à l'Université de Constantine 1. Ce travail a été effectué en collaboration avec l'ILM, l'Institut Lumière Matière de Claude Bernard, pour les différentes caractérisations par thème et DLS. Et aussi en collaboration avec le laboratoire de microbiologie à l'hôpital militaire de Constantine. J'ai une petite pensée pour le professeur Ouchnel qui m'a aidé notamment pour tout ça. Donc, je vais parler brièvement des propriétés optiques des matériaux, des nanoparticules de métaux nobles, leur synthèse, le protocole de synthèse, les différentes caractérisations, et enfin leur application microbiologique sur une souche multirésistante qui est le Staphylococcus aureus. Donc, les nanoparticules, contrairement aux nanomatériaux, ils ont toutes leurs dimensions dans la gamme de taille nanométrique, entre 1 et 100 nanomètres. Il existe plusieurs méthodes de synthèse des nanoparticules de métaux nobles, par exemple les méthodes physiques, chimiques ou même biologiques. On peut fabriquer des nanoparticules d'argent, par exemple, avec des bactéries ou même des plantes. La synthèse par voie chimique, en plus de sa facilité de mise en œuvre, permet aussi de fabriquer plusieurs types de nanoparticules de différentes structures, comme vous le voyez, par exemple des structures concentrées en cœur coquille ou des capsules ou des nanocages, par exemple, ou des alliages entre différents matériaux. Des nanocubes, entre autres, des bipyramidales ou des étoiles. Pourquoi on s'intéresse à la caractérisation, plutôt à la synthèse de différents types de structures? Tout simplement parce que les nanoparticules de métaux nobles sont des absorbeurs et des diffuseurs de lumière très très efficaces en raison du phénomène de plasmon de surface qui permet, selon la taille et la forme des nanoparticules, d'ajuster leurs propriétés optiques dans la région visible jusqu'au proche infrarouge. Pourquoi c'est intéressant pour les applications biomédicales? Parce qu'on sait que la fenêtre thérapeutique est située dans le proche infrarouge. C'est ce qui permet, entre autres, d'appliquer ces nanoparticules dans la détection, par exemple, dans l'effet photothermique ou la détection chimique ou l'imagerie cellulaire, par exemple. Une deuxième particularité des nanoparticules, c'est la diminution de la taille. Plus la taille diminue, plus le rapport de surface sur volume est élevé. Par exemple, dans une sphère à 20 nanomètres, il y a 5% d'atomes de surface, contrairement à une nanoparticule de 2 nanomètres, où où il y a 60% d'atomes de surface. Cette deuxième particularité est très intéressante pour l'application antibactérienne des nanoparticules, justement, d'argent. On s'intéresse à l'argent, pourquoi? Parce qu'il a des propriétés antibactériennes, il a un spectre d'activité très large. Les nanoparticules peuvent tuer des virus, des bactéries, des champignons. Ils ont différents mécanismes d'action. Selon chaque bactérie, par exemple, ils peuvent avoir tel ou tel type de mécanisme d'action. Le potentiel antimicrobien des nanoparticules dépend de plusieurs facteurs, comme la taille, la forme, l'état colloïdal, c'est-à-dire de la solution, monodispersée ou polydispersée, la concentration des nanoparticules en microgrammes par millilitre, parce qu'il faut savoir que les microbiologistes ils travaillent avec des CMI, c'est des concentrations minimales inhibitrices, c'est-à-dire ils ont besoin de cette concentration pour avoir une idée sur la quantité de produits, par exemple la dose de médicaments qu'ils doivent, par exemple, prescrire à un patient plutôt. Et ensuite, la charge de surface, par exemple, les nanoparticules, s'ils sont stabilisés par des polymères ou électrostatiquement par des charges. Le protocole de synthèse des nanoparticules est fait par... on a utilisé plutôt le précurseur nitrate d'argent. Il a été réduit avec l'acide benzoïque et stabilisé par... les nanoparticules ont été stabilisées par polyvinyl pyrrolidone.
de masse molaire 40 000. Donc, on a synthétisé différentes concentrations de nanoparticules d'argent en gardant toujours les mêmes concentrations d'acide benzoïque et de PVP, mais en variant la concentration du précurseur. Donc, on a fait plusieurs caractérisations, entre autres la diffusion dynamique de la lumière, qui repose sur le c'est par exemple, c'est très simple, un échantillon en vert là-bas va être excité avec un laser. Dans notre cas, on a utilisé le 532 parce que c'était la largeur, c'était la fréquence à laquelle nos nanoparticules absorbaient la lumière. À un angle de 173 plutôt degrés, les nanoparticules absorbent la lumière puis la diffusent. Et suivant la taille des nanoparticules, cette fluctuation de diffusion va être plus, par exemple, des nanoparticules plus petites vont diffuser la lumière, vont fluctuer plutôt plus rapidement que les nanoparticules plus grandes. Et c'est ce qui va détecter le DLS. Donc c'est comme ça qu'il va mesurer la taille des nanoparticules. Donc on a utilisé le laser, le Zetasizer Nano ZS Malvern, j'ai oublié le S. Et donc on a mesuré les diamètres hydrodynamiques des nanoparticules. On a utilisé le microscope électronique GEM 2100+, qui a une haute résolution à 0,4 nanomètres. Pour cela, les échantillons, pour la caractérisation MET, on a dû les diluer puis les redisperser dans un bac à ultrasons. Et puis, on a déposé une goutte sur la face carbone de chaque grille. On a aussi fait on a caractérisé les propriétés optiques des nanoparticules avec le spectrophotomètre Ultrospec 2100 Pro qui va de 200 à 900 nanomètres. Donc, les nanoparticules d'argent ont montré des fréquences de résonance plasmon allant de 436 à 446. On a remarqué que les nanoparticules synthétisées avec 0,025 mol avaient l'intensité la plus élevée et aussi la largeur de bande la plus étroite. La distribution de taille globale mesurée par DLS était comprise pour tous les échantillons, était comprise entre 4 et 24 nanomètres à peu près. Et les tailles moyennes, c'est-à-dire les diamètres hydrodynamiques, étaient compris entre 8 et 10 nanomètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant la concentration du précurseur, on a remarqué que c'est vrai qu'il y avait sur tous les échantillons des nanoparticules de forme sphéroïdale, mais à l'exception sur l'échantillon 0,025 mol, on a remarqué qu'il y avait différentes structures plates en quelque sorte, hexagonales, triangulaires, bâtonnées, etc. Et donc, c'est ce qui ressort de cette caractérisation. Donc, les nanoparticules on a mesuré à peu près le rapport d'aspect qui a varié entre 1,1 et 1,9. En comparant les résultats TEM et DLS, on a remarqué que le DLS la taille des nanoparticules était plus grande par rapport au TEM. Par exemple, le DLS, c'est 8,7 et le TEM, c'est 5 nanomètres. Et on a remarqué aussi que, parce que le DLS, on peut mesurer trois choses avec le DLS, la distribution de taille par nombre, la distribution de taille par volume et la distribution de taille par intensité. On a remarqué que la distribution de taille par nombre se rapprochait le plus des résultats obtenus par TEM. Donc ça, c'est une petite conclusion partielle. Donc les nanoparticules absorbent jusqu'à 440. Ils ont une taille entre 8 et 10 et les résultats ont été confirmés par MET. L'application microbiologique des nanoparticules, on a utilisé la méthode de diffusion, la méthode Kirby-Bauer et Stokes. C'est la méthode la plus utilisée dans les laboratoires de microbiologie pour faire des tests antibiogrammes. Par exemple, lorsqu'un patient arrive et qu'il a une infection, ils lui font un test antibiogramme, ils vont tester la bactérie qu'ils
qu'ils ont trouvé, qu'ils ont isolé chez lui sur différents antibiotiques, et ils vont savoir c'est quoi cette bactérie, sur quoi elle est résistante, etc. Donc moi j'ai effectué le même test antibiogramme, mais en changeant juste un petit truc. C'est les disques d'antibiotiques qu'ils utilisent. Je les ai imprégnés de nanoparticules. Donc je les ai d'abord utilisés seuls, c'est ce qui est en noir, là, sur le troisième diapo, plutôt histogramme. Et je les ai réutilisés en association avec les nanoparticules, les différentes concentrations de nanoparticules. Donc les résultats sont présentés sur le tableau et sur l'histogramme, ça se voit peut-être pas trop. On a remarqué une amplification de tous les antibiotiques, de tous les diamètres d'inhibition autour des antibiotiques, c'est-à-dire qu'il y a eu une inhibition de la bactérie par les antibiotiques associés aux nanoparticules. Et on a remarqué que l'augmentation, l'amplification de l'activité antibactérienne était le plus avec oxacilline et l'érythromycine. On a conclu donc que les nanoparticules dans cette gamme de taille entre 8 et 10 ont forcément une activité antibactérienne, et cela est sûrement dû à leurs propriétés de surface qui leur permettent de s'attacher facilement aux chaînes polymériques flexibles des antibiotiques. Donc on peut conclure que les nanoparticules sont un bon agent antimicrobien en association avec différents antibiotiques. Pourquoi on les associe à différents antibiotiques? C'est dans le but justement de limiter la dose des antibiotiques prescrites pour les patients, ou même justement pour lutter contre cette multirésistance des bactéries. Je vous remercie. Merci.